Qu'est-ce qui poussait les anciens Skalds à baisser les yeux et à changer de ligne dans la saga, comme si, derrière leur épaule, se tenait celui dont il valait mieux ne pas parler? Pourquoi certaines scènes de la vie des Vikings sont-elles décrites en détail, tandis que d'autres semblent se dissoudre dans le brouillard des baies nordiques? Les historiens ont noté que de nombreux manuscrits étaient transmis via les scriptoriums monastiques, et que par conséquent, les coutumes les plus sombres pouvaient être délibérément adoucies. Mais les archéologues ont trouvé des traces qui donnent des frissons plus intenses que le vent du Nord, et ce sont précisément elles qui nous donnent la chance d'atteindre la vérité. Et tandis que nous nous enfonçons dans cette ombre, gardez une chose à l'esprit. La révélation finale ne concerne pas seulement eux, mais aussi quiconque cherche à comprendre ses propres limites. Des fouilles sur le territoire de l'actuel Danemark ont montré que des lieux rituels autour des tourbières étaient utilisés bien avant l'ère viking, mais les Nordiques ont adopté et renforcé une tradition de châtiment dont les chroniqueurs médiévaux faisaient état. Cette forme cruelle d'exécution publique que l'homme moderne comparait à une exclusion démonstrative de la société a plus tard reçu le nom de Hraskesting, l'exil avec privation de tous les droits. Les Skalds ne le décrivaient presque jamais directement, mais les juristes mentionnaient, l'homme devenait hors la loi et n'importe qui pouvait le punir sans conséquence. Imaginez un guerrier qui, hier encore, partageait le butin avec ses compagnons et qui aujourd'hui marche dans la forêt, où chaque bruissement devient une menace, comme si la terre elle-même se transformait en chasseur, et vous en proie. Le Hraskesting n'était pas un simple châtiment. C'était une mort sociale où le froid de la nuit devenait juge et les routes désertes des bourreaux. Les Vikings appelaient ces gens des loups, et dans ce mot résonnait non pas la bestialité, mais le désespoir, celui qui n'appartient plus au monde des hommes. Cette sombre coutume montre à quel point la société contrôlait sévèrement ceux qui enfreignaient l'ordre. Mais au-delà de ce rituel, se cachait une vérité encore plus troublante sur la façon dont les Nordiques percevaient le sang, la peur et l'honneur, et elle se révèle plus loin presque aussi brutalement qu'une rafale de vent soudaine sur l'eau gelée. Lorsque le soleil hivernal se levait à peine au-dessus du fjord et que la glace craquait comme si la terre elle-même émettait un avertissement, commençait un rite dont les auteurs des sagas préféraient parler par allusion. Qu'est-ce qui poussait même les Skalds expérimentés à laisser des lignes vides au lieu de descriptions? Pourquoi les mentions de cet événement se retrouvent-elles chez le voyageur arabe Ibn Fadlan, mais disparaissent-elles presque dans les sources nordiques? Les historiens ont souligné que de nombreux détails avaient été délibérément adoucis, tant une partie de cette culture paraissait sombre, fondée sur la nécessité de maintenir le pouvoir au sein du clan, et pourtant, les archéologues ont découvert des traces de feu, d'ossements et de structures funéraires qui confirmaient la réalité était bien plus dure que les versions littéraires. Et tandis que nous progressons, rappelez-vous, la boucle ouverte au début n'est pas une vaine menace, car c'est précisément ici que commence à se manifester ce qui touche chacun qui tente de comprendre quelle décision un être humain est capable de prendre pour sa survie. Il s'agit d'un rituel qui, chez l'observateur arabe, a suscité à la fois l'horreur et l'admiration, les sacrifices lors des funérailles solennelles d'un chef. Selon ses dires, une partie des tribus nordiques pouvait inclure une jeune servante dans ce rite, et son rôle est interprété comme un symbole du passage du maître dans l'autre monde. Cependant, les chercheurs modernes ont souligné à plusieurs reprises il est impossible de généraliser ces données à tous les Vikings, car les coutumes différaient selon les régions. Mais le fait demeure, les témoignages écrits parlent de rituels sacrificiels et les découvertes dans les sépultures confirmaient la présence de restes humains n'appartenant pas seulement au principal inhumé. Ce rituel effrayant a plus tard reçu le nom de Blot, une offrande sacrificielle qui renforçait le lien entre le monde des vivants et celui des esprits. Il est important de comprendre, le Blot n'était pas toujours sanglant, mais ce sont précisément les variantes funéraires qui devenaient les plus lourdes lorsqu'un chef était considéré comme une figure dont la mort exigeait un accompagnement. Les historiens expliquaient le terme Blot comme une offrande, mais dans la vie réelle, ce mot sonnait comme un coup de cloche avant que les gens ne prennent une décision qui déterminait leur destin. Imaginez
la flamme du navire funéraire qui s'élève au-delà de la hauteur humaine et se reflète dans les yeux de ceux qui se tiennent aux abords de la plateforme. L'odeur de la résine, mêlée au givre, semble repousser les frontières entre les mondes. À ce moment, la servante, choisie pour accompagner le chef, devenait un symbole de transition, tel le dernier rayon avant la disparition du soleil dans une tempête hivernale. Son souffle était court et ses pas, lourds, parce que chacun comprenait, elle s'en va, là d'où personne ne revient. Les archéologues ont remarqué, sur certaines plateformes funéraires, ils ont trouvé des restes de cordes, de tissus organiques et des traces de foyer, ce qui correspondait aux rituaux décrits, bien que leur étendue soit encore débattue à ce jour. La tactique de déroulement du rite était strictement ordonnée. D'abord, la purification, ensuite l'offrande aux esprits, puis l'envoi du défunt principal sur le chemin de feu. Cet ordre soulignait l'importance du lien entre l'honneur du clan et la préservation de la tradition. Et pourtant, derrière ce feu se tenait toujours une autre ombre, la question de ce qui poussait les gens à prendre part à une telle action. La réponse à cela se cache dans la coutume suivante, qui était rarement consignée par écrit, mais dont les traces étaient trouvées là où la terre conservait la mémoire mieux que n'importe quel manuscrit. Quand, aux abords de la colonie, un vent humide se levait, déchirant la fumée des foyers, les gens entendaient un son court et sourd, semblable à un coup de pierre sur un bouclier. Un tel son devenait souvent le dernier avertissement pour ceux qui enfreignaient les limites de l'honneur. Pourquoi donc les sagas, habituellement si détaillées dans la description des victoires et des défaites, ne parlaient-elles presque pas du mécanisme des punitions au sein de la communauté ? Les historiens ont noté que les auteurs préféraient décrire les exploits plutôt que les conflits internes, parce que ces derniers déshonoraient le clan. Mais les fouilles archéologiques en Islande et en Norvège montraient, aux abords des colonies, on trouvait des restes présentant des signes de fractures multiples, infligés par des objets contondants, ce qui coïncidait avec les descriptions de châtiments transmis oralement. Et tandis que nous analysons cette ombre, rappelez-vous cette boucle ouverte apparue au tout début. Elle ne concerne pas seulement la cruauté, mais aussi les décisions humaines, devant lesquelles tout spectateur moderne se posera involontairement la question de ses propres limites. Ce rituel a plus tard reçu le nom de Holmgang, un duel sur une aire limitée, qui servait de moyen de résolution des litiges. L'homme moderne le comparerait à un processus juridique où, au lieu du juge, la force et l'endurance décidaient. Les historiens ont souligné, bien que les sagas elles-mêmes décrivissent le Holmgang comme un duel formel, en réalité, il se déroulait rarement loyalement. Dans certaines régions, il existait des règles spécifiques et selon celles-ci, les participants pouvaient choisir à l'avance leur arme et le lieu. Mais les découvertes archéologiques montraient, loin de là, tous ces duels ne se terminaient pas par une mort rapide. Parfois, il se transformait en un passage à tabac épuisant, où, coup après coup, brisait les os de l'homme, jusqu'à ce qu'il perde la capacité de poursuivre le litige. Avant d'expliquer le terme, laissons-nous peindre une image. Imaginez une petite aire en pierre, recouverte de sable, où le vent fouette le visage, comme s'il tentait de couper le souffle, et le cercle autour de vous, comme une arène où il n'y a pas de spectateurs, seulement des témoins. C'est précisément un tel duel que l'on appelait Holmgang, et son sens était de résoudre un litige de manière à ce que le vainqueur n'ait aucun doute et le vaincu aucune possibilité. Le Holmgang n'était pas seulement une bataille, mais un acte juridique, et la défaite signifiait la perte de l'honneur, de la terre ou de la vie. Une image se crée. Deux hommes se tiennent face à face dans un brouillard humide, et chacun tient un bouclier sur lequel sont déjà visibles les traces d'anciennes blessures. Le bouclier pesait environ 8 kg, ce qui rendait chaque coup non seulement lourd, mais aussi épuisant. La respiration des adversaires devenait saccadée, comme une rafale de vent de la mer, et les pas sur la pierre résonnaient comme des battements de cœur avant une décision inéluctable. De nombreux chroniqueurs mentionnaient « Les spectateurs se tenaient silencieux, car tout mot pouvait perturber l'équilibre sacré. » Les archéologues ont trouvé près de ces aires des restes de fragments de bois, peut-être des parties de boucliers, ainsi que des traces de sang qui s'étaient conservées dans les fissures de la pierre. Cela confirmait que les duels se déroulaient régulièrement. Ils étaient conduits selon un ordre strict. D'abord l'annonce du litige, puis le choix du lieu, puis
l'affrontement lui-même, qui pouvait durer jusqu'à ce que l'un des participants refuse de continuer ou perde la capacité de se tenir debout. Mais derrière la forme extérieure se cachait un autre détail, bien plus effrayant. Parfois, le perdant ne mourait pas immédiatement. On le laissait à la limite de la colonie, où il devait accepter seul sa défaite. Et c'est précisément cette tradition qui montrait à quel point la société était dure, où l'honneur valait plus que le sang. Cette ombre, née des duels, nous mène à une autre coutume, longtemps enveloppée de silence, et qui révélait une autre facette du monde viking, une facette où la peur servait d'instrument, et où le souvenir de la violation de l'ordre pouvait vivre des générations. Lorsque des traces restaient au sol, s'enfonçant vers la forêt, et qu'un tel silence régnait autour, comme si l'air craignait de toucher les branches, commençait l'une des coutumes les plus étranges et les plus terrifiantes, dont les Nordiques eux-mêmes écrivaient de manière évasive. Pourquoi les sagas, capables de décrire les batailles jusqu'au dernier souffle, passaient-elles presque sous silence les méthodes d'intimidation utilisées au sein de la communauté? Les historiens ont remarqué que ce sujet était tabou, car il démontrait cette limite du pouvoir qui était rarement une source de fierté. Mais les archéologues ont trouvé des restes avec des traces caractéristiques de coupures et de déboîtement d'os, ce qui confirmait. Certaines formes d'exécution existaient, bien que l'étendue de leur application soit encore sujette à débat. Et à ce moment, cette boucle apparue au tout début refait surface. La connaissance de ce que l'homme a enduré pour survivre va bien plus loin qu'un simple intérêt historique. Certaines sources mentionnaient un rituel qui fut plus tard associé à l'idée d'une punition terrifiante, où le corps humain est utilisé comme avertissement. Les chercheurs modernes ont souligné, il ne faut pas le considérer comme une pratique répandue parmi toutes les tribus scandinaves. Mais les mentions écrites et les coïncidences partielles des données archéologiques parlaient de l'existence d'exécutions démonstratives cruelles dont le but était d'intimider les ennemis ou les contrevenants. Cette forme de punition consistait en un démembrement public où le corps était laissé à la vue de tous afin que chacun sache la violation des lois du clan a des conséquences. Avant de nommer le terme, créons une image. Imaginez une lisière de forêt sombre où, entre des troncs tordus, pend un corps, écartelé, comme si l'arbre lui-même le tenait à la place de corde. C'est précisément cette forme de punition démonstrative qui fut plus tard appelée l'aigle de sang, une image devenue le symbole d'une cruauté extrême. Les historiens étaient partagés. Certains la considéraient comme une métaphore poétique, d'autres pointaient des découvertes isolées où les traces sur les os pouvaient correspondre aux procédures décrites. Mais l'essentiel n'est pas la fréquence d'application, mais le fait même de l'existence d'une telle peur comme instrument. L'image de l'aigle de sang faisait écho à la conception nordique, selon laquelle un dos déchiré semblait ouvrir l'homme au vent froid. Le vent apportait l'odeur du pain, mêlée à une note métallique de sang. Et il semblait que la forêt elle-même observait ce qui s'était passé. Pour ceux qui passaient, ce n'était pas seulement un avertissement, c'était un rappel que la loi du clan primait sur toute volonté personnelle. Et si même les plus forts pouvaient se retrouver dans une telle position, l'homme ordinaire n'avait qu'à suivre les règles sans poser de questions. Les archéologues qui ont exploré de tels sites ont noté, autour de ces découvertes, on trouvait souvent des restes de feux de camp, des fragments de tissus et des traces d'actions rituelles. Ils supposaient que de telles exécutions étaient menées après une assemblée de la communauté, lorsque la décision était prise publiquement. La tactique d'intimidation était ici évidente. La punition devenait visible pour tous, et son impact agissait pendant longtemps, tant que le corps restait dans la forêt ou sur la falaise. Quiconque le voyait comprenait, celui qui enfreindrait l'ordre pourrait devenir partie d'un avertissement similaire. Mais le plus terrifiant ne résidait pas dans la procédure elle-même, mais dans le silence qui s'ensuivait. Ce silence rendait la peur vivante, presque palpable. Et c'est précisément lui qui permettait à la société de maintenir le contrôle sans punition constante. Un seul exemple suffisait. Cependant, derrière cette intimidation se cachait une autre couche de culture, bien plus personnelle et contradictoire. Une coutume liée à la famille, à l'héritage et à la manière dont les Nordiques comprenaient le lien entre le clan et l'âme. C'est là que mène l'ombre suivante, qui émerge de la structure même de leur monde, où la mort pouvait être non pas une fin, mais le début de nouvelles obligations.
Quand la lumière commençait à faiblir dans la maison et que les ombres près du foyer s'allongeaient, les Nordiques croyaient c'est précisément à ces moments que les frontières entre les mondes se déplaçaient et que le clan ressentait le souffle de ceux qui étaient déjà partis. Pourquoi les sagas mentionnaient-elles si souvent le devoir envers les ancêtres, mais n'expliquaient-elles presque jamais quelle peur se cachait derrière ce respect? Les historiens ont souligné, les auteurs évitaient délibérément les sujets les plus douloureux, car il ne s'agissait pas seulement d'obligations familiales, mais de traditions qui pouvaient paraître trop lourdes, même pour l'âge du fer. Cependant, les fouilles archéologiques en Norvège et aux îles Orcades révélaient souvent des détails qui confirmaient. La mort des aînés dans le clan pouvait imposer aux survivants des obligations dont dépendait non seulement l'honneur de la famille, mais aussi sa survie physique. Et là, de nouveau, cette boucle ouverte, apparue au tout début, se met à pulser. Jusqu'où un homme est-il capable d'aller si son clan, sa mémoire, sa peur l'exigent? Les chroniques et les études mentionnaient une tradition que les savants ultérieurs ont appelée le culte des ancêtres. Mais sous cette appellation douce se cachait ce que l'homme moderne comparerait plutôt à un lourd fardeau héréditaire qui déterminait chaque pas au sein de la famille. Comme l'écrivaient les chercheurs, les Vikings pouvaient conserver chez eux les restes de parents décédés. Parfois, il s'agissait de crânes, parfois d'os de membres, et ils le faisaient non par superstition, mais par conviction que les ancêtres continuaient à participer à la vie du clan. Mais il existait aussi un aspect plus rigoureux de cette tradition. Si le chef de famille mourait subitement, ses biens, sa terre et sa responsabilité ne pouvaient être transmis à l'héritier qu'après l'accomplissement d'un rituel obligatoire lié au corps. Et bien que les sources écrites aient contourné ce point, les données archéologiques montraient des cas d'intervention sur le corps inhumé, qui indiquaient la participation des vivants à la création de symboles liants spéciaux. Pour expliquer le terme, créons d'abord une image. Imaginez une maison nocturne où le feu dévore l'obscurité entraînée rousse, et contre le mur se tient un coffre en bois, sentant la résine. À l'intérieur, non pas de l'or, mais un os, lisse comme une pierre polie par le temps. C'est précisément de tels objets que l'on appelait plus tard Hovdingjastein, en substance, la pierre du chef de clan. Mais dans certaines régions, ce n'était pas du tout une pierre, mais un véritable os d'ancêtre, symbole de pouvoir et de devoir. Les chercheurs ont souligné, le Hovdingjastein n'était pas une coutume de toutes les tribus nordiques, mais là où il existait, il possédait une force immense, transformant le corps du défunt en centre de la structure clanique. Imaginez un homme à qui l'on transmet cet objet à l'aube, quand le gel raidit la terre jusqu'à la craquer. Sa main tremble non pas de froid, mais de la compréhension. Il est désormais responsable de la mémoire de tous ceux qui ont vécu avant lui. L'odeur de la fumée s'imprègne dans le bois, et il semble que les murs de la maison eux-mêmes écoutent, s'il parviendra à supporter ce poids. Les Vikings croyaient la violation du devoir envers les ancêtres pouvait entraîner la maladie, le malheur ou la perte de la terre, et les découvertes archéologiques montraient que de nombreux symboles du clan étaient conservés comme des reliques inséparables de l'histoire familiale. Mais il existait un aspect plus sombre de cette tradition. Parfois, l'héritier devait personnellement accomplir une partie du rituel funéraire lié au corps du chef de famille décédé. Les chercheurs ont noté des cas où les couches supérieures des sépultures avaient été ouvertes après l'enfouissement et des os spécifiques soigneusement retirés. Cela indiquait qu'une partie du rituel était effectuée un certain temps après la mort. Les historiens se sont disputés pour savoir s'il s'agissait d'un acte de vénération ou d'une exigence de confirmer son propre droit au pouvoir. Certains ont supposé que l'héritier devait toucher un os précis ou le transporter dans une nouvelle maison, scellant ainsi ses nouvelles obligations. Créons à nouveau une image. Imaginez l'héritier, dans une sombre chambre funéraire, glissant sa main sur la terre froide, où les pierres ressemblent à des dents acérées. L'air semble immobile, et chaque inspiration apporte le goût de l'humidité. Il soulève l'os, léger, mais capable de changer le destin de tout un clan. Cela ne ressemble pas à un rituel de respect, c'est plutôt une épreuve qui vérifie si l'homme est prêt à devenir le pilier de l'histoire familiale. À ce moment, même un guerrier fort pouvait se sentir petit, car devant lui ne se tenait pas une bataille, mais une responsabilité comparable à la neige tombant si dense qu'elle cache la route. Les archéologues qui ont étudié de tels sites ont trouvé des confirmations.
Des sépultures ouvertes, des traces de déplacement d'ossements, des couches supplémentaires de tissu ou de cuir, ajoutées après coup. Ceci coïncidait avec les descriptions des coutumes mentionnées par les législateurs scandinaves. L'héritier n'acquiert les droits qu'après avoir accompli toutes les actions obligatoires. Et s'il refuse, le clan peut se détourner de lui et la terre ira à un autre. Mais le plus lourd devenait le fait que l'héritier portait cette obligation toute sa vie. Chaque fois qu'il passait devant le coffre ou le lieu sacré, il sentait sur lui le regard des ancêtres. Et ce n'était pas une métaphore, c'est ainsi que pensaient les Nordiques eux-mêmes. Dans ce regard, il y avait non seulement l'attente, mais aussi l'avertissement. Et si l'homme violait son devoir, la famille croyait qu'un malheur l'attendait. Et pourtant, derrière cette coutume sévère se cachait une vérité encore plus profonde, celle qui concernait non seulement le clan, mais aussi l'idée même du destin. Les Nordiques croyaient que certaines morts ne pouvaient rester impunies, sous peine de rompre le tissu même du monde. C'est là, à la jonction du devoir et de la fureur, qu'apparaît la dernière coutume cruelle, dont les sagas parlaient presque à voix basse, et dont les archéologues trouvaient les traces comme si la terre elle-même tentait de les cacher aux yeux humains. Quand un lever de soleil rouge se levait sur le village et que les premiers rayons de lumière se posaient sur les toits comme si quelqu'un y avait passé une lame, commençait une histoire dont les Nordiques parlaient à voix basse même des générations plus tard. Qu'est-ce qui poussait les sagas à ne mentionner la vendetta que par allusion, bien qu'elle déterminât la vie de la communauté non moins que les guerres et le commerce? Les historiens ont souligné, les auteurs évitaient les détails parce que cela touchait à l'équilibre interne du clan, un endroit où l'honneur pouvait se transformer en fureur et le devoir en sang. Mais les découvertes archéologiques en Islande et en Norvège montraient, dans certaines régions, les meurtres vengeurs se produisaient dans des lieux strictement définis et laissaient des traces coïncidant avec les lois des tribus nordiques. Et c'est ici, dans cette ombre, que se referme définitivement cette boucle ouverte qui s'étendait depuis le début. La question de savoir si l'homme est capable de porter le poids de ses décisions, sans se soustraire à ce qu'il considère comme son devoir. Les chroniques et les lois mentionnaient un ordre ancien, que les chercheurs ultérieurs ont appelé la feid, une vengeance de sang obligatoire, exécutée non par fureur, mais pour restaurer l'équilibre rompu. L'homme moderne l'a comparé à un système judiciaire où chaque partie est obligée d'accomplir ce que la société prescrit. Mais dans le monde viking, ce tribunal reposait sur les épaules de la famille, et refuser de l'exécuter signifiait perdre le respect, la terre et le droit de vote au Thing. Les historiens ont souligné, la Fed n'était pas un carnage incontrôlé. Il obéissait à des règles observées si strictement que leur violation était considérée comme un crime non moins grave que le conflit initial lui-même. Avant de nommer le terme, créons une image. Imaginez un sentier de pierre sur lequel la pluie laisse de longues traînées sombres, semblables à des marques de lame. Sur ce sentier se tient un homme, et sa main serre une poignée de bois si fort qu'elle pourrait se briser. Il n'est pas venu ici de sa propre volonté, il est guidé par un devoir plus ancien que lui. C'est précisément cette vengeance obligatoire que l'on appelait plus tard la Fed, et son essence était que le clan devait restaurer la justice à tout prix. La Fed ne signifiait pas toujours le meurtre. Parfois, le clan pouvait accepter une rançon appelée wergeld, le prix de l'homme. Mais les données archéologiques montraient, loin de là, tous les conflits ne se terminaient pas par la paix. Les chercheurs ont trouvé des restes d'hommes avec des blessures infligées par la même arme, ce qui indiquait des rencontres préparées à l'avance. Ces affrontements ne se déroulaient pas sur un champ de bataille, mais dans des endroits reculés, près des clôtures de champs, dans des ravins profonds où personne ne pouvait intervenir. Ce n'était pas de la fureur, c'était une obligation à laquelle on ne pouvait se soustraire. Imaginez deux représentants de clans se rendant à la limite des terres, où le vent apporte l'odeur de l'herbe humide et de la pierre mouillée. La respiration devient courte, les muscles tendus. Ni cri, ni menace, seulement un calcul froid. Tout se passe vite, comme une rafale soudaine de vent du nord. Un coup, un autre, un pas en arrière, le silence. Le corps tombe au sol, et il semble que la terre elle-même absorbe cette chute, comme une partie d'une loi ancienne. Les témoins se tiennent silencieux, car la parole à ce moment n'a pas de force,
seule la tradition en a. Les archéologues qui ont étudié de tels lieux ont déclaré « Parfois, on trouvait des amas de pierres sous lesquels gisaient des corps sans accessoires funéraires, un signe que l'homme avait été tué dans le cadre d'une obligation et non au combat. » Les couches de terre autour montraient l'absence d'une longue présence du corps à la surface, ce qui coïncidait avec la procédure connue. Le meurtre était commis rapidement, le corps était caché tout aussi rapidement, et le clan rentrait chez lui, considérant le devoir accompli. Dans certaines régions, on trouvait des marques en bois indiquant l'endroit où l'acte de fédé avait été commis. Elles ressemblaient à des repères de chemin, mais servaient de rappel. Le devoir est accompli, la paix est restaurée. Mais le plus lourd dans cette coutume n'était pas le coup ni la mort. Le plus lourd était que l'homme qui accomplissait la fédé devenait un lien entre le passé et l'avenir. Il ne se vengeait pas pour lui-même, il se vengeait pour ceux qui avaient vécu avant lui et pour ceux qui vivraient après. Et s'il refusait d'accomplir son devoir, la honte s'abattait sur tout le clan. Les Vikings croyaient la place d'une famille dans le monde dépendait de la manière dont elle respectait les règles, et leur violation pouvait entraîner la destruction de la structure même de la société. Dessinons une dernière image. Imaginez un homme rentrant chez lui après avoir accompli la fédé. Ses mains tremblent, mais il s'efforce de le cacher. La fumée dans la maison semble plus dense que d'habitude, et les regards des proches plus silencieux. Il n'y a ni félicitations, ni approbation. Ce n'est pas une victoire, mais un poids qu'il portera toute sa vie. Chaque fois qu'il passe le seuil qu'il a franchi après avoir accompli son devoir, il lui semble que ce seuil se souvient de ce qu'il a fait. Et ce souvenir est plus fort que la lame, plus fort que la peur. Et c'est ici, à ce point, que toutes les ombres des coutumes précédentes fusionnent en une seule. Les Vikings n'étaient pas des fous assoiffés de sang. C'étaient des hommes qui avaient lié leur vie à des lois exigeant une immense force intérieure. Et c'est précisément cette force, et pas seulement les armes ou les navires, qui en a fait un peuple dont on se souvient des siècles plus tard. Maintenant que vous avez entendu tout ce qui se cachait derrière les sagas, il ne reste qu'une question à poser. S'il vous fallait accomplir un devoir qui pourrait briser même les plus forts, seriez-vous capable de faire un pas en avant? Aujourd'hui, dans un monde où les conséquences se mesurent par des mots et non par l'acier, nous sommes néanmoins confrontés à des décisions qui exigent du courage. Et quiconque étudie cette histoire se demande inévitablement que reste-t-il en nous de cette résilience qui permettait aux Nordiques d'aller jusqu'au bout, même lorsque le chemin devant eux était couvert de givre sanglant.